Le monde retient son souffle, l'Ukraine a fait irruption, Zelensky prend les rênes d'une nouvelle alliance, Kiev a évincé Washington, vous allez être choqués. Cette nuit, Minsk s'est révolté, Loukachenko est plus désemparé que jamais. Une nouvelle guerre, même Moscou ne pensait pas que le petit père irait jusque-là. Une gifle africaine pour Poutine, le Kremlin est mis KO. Le trio Ukraine-Turquie-Syrie passe au premier plan. La Russie perd du terrain, ce n'est plus un simple coup, c'est une déroute. La mêlée des drones a commencé, nos appareils ont fait l'incroyable. Les Russes en ont pris pour leur grade, un départ épique. Poutine et Kim se sont affrontés dans un jeu brutal. Et l'écho s'est propagé dans le monde entier. Leur alliance s'effondre sous nos yeux, la fin est proche, le Kremlin est resté derrière des portes closes. Tout cela dans notre émission Point d'enfer. Tout le monde en parle, littéralement. L'Ukraine a posé les bases d'une nouvelle alliance de défense. Le monde entre dans une nouvelle phase. Zelensky a poussé Kiev au centre avec assurance. Les États-Unis sont tout simplement forcés de céder leur place. Les vieilles alliances craquent de partout, et les nouvelles règles s'écrivent en ce moment même. Ce que les grandes capitales décidaient hier encore change aujourd'hui sur un seul signal. Désormais, Kiev commande et Washington abandonne ses pouvoirs à long terme. Une vérité choquante à suivre. La fin de l'OTAN, les États-Unis ont officiellement menacé de quitter l'Alliance. Pourquoi devrions-nous être avec eux s'ils ne sont pas avec nous ? L'Europe est prête à créer sa propre alliance militaire à la place de l'OTAN et avec l'Ukraine. Que se passe-t-il vraiment ? Pourquoi Trump menace-t-il l'Alliance et les pays européens pourront-ils survivre sans les États-Unis ? Le 1er avril, le dirigeant américain Donald Trump a exprimé un nouveau mécontentement à l'égard de l'OTAN, pointant du doigt le manque d'implication de l'Alliance dans le conflit avec l'Iran. Je n'ai jamais été sous l'influence de l'OTAN. J'ai toujours su que l'OTAN était un tigre de papier. Et, au fait, Poutine le sait aussi. Les pays de l'Alliance ont également rejeté les appels à aider au déblocage d'une voie navigable stratégique que Téhéran a fermée en réponse au bombardement. Pour cette raison, Trump a prévenu que si cette position persistait, les États-Unis pourraient revoir leurs engagements en matière de sécurité collective et refuser tout soutien aux alliés en cas d'agression contre eux. Le président américain fait clairement comprendre que les États-Unis dépensent des milliers de milliards de dollars pour les questions de sécurité commune et surtout pour les garanties de sécurité aux pays européens. Alors que, parallèlement, les pays européens qui comptent parmi les principales économies mondiales ne sont pas en mesure d'augmenter leur propre budget de défense à hauteur de 5%. De plus, Trump a de nouveau reproché au Premier ministre britannique Keir Starmer son refus de se joindre à la guerre américano-israélienne contre l'Iran, suggérant que la Royal Navy n'était pas prête pour cette mission. Des décisions extrêmement hostiles. En ce qui concerne l'Espagne ainsi que l'Italie, ces deux pays ont pris la décision d'interdire le survol de leur territoire, de fermer complètement leur espace aérien à tous les avions en provenance des États-Unis et de refuser l'accès à leur base militaire au contingent américain qui est actuellement engagé dans la guerre contre l'Iran. Ces mesures strictes témoignent de leur opposition à l'intervention militaire américaine dans ce conflit. Face aux menaces de Trump, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, s'apprête à se rendre à Washington. Et le lieutenant général à la retraite Keith Kellogg a appelé les États-Unis à créer une nouvelle alliance de défense. Parmi les pays avec lesquels Kellogg propose de créer cette structure alternative, il cite le Japon, l'Australie, l'Allemagne, la Pologne et l'Ukraine. Kellogg affirme qu'il est absolument impératif d'impliquer, si possible, des pays tels que, en premier lieu l'Ukraine, qui possède une expérience de combat concrète et dont l'armée est l'une des plus puissantes du continent européen. C'est une évaluation objective de l'état des forces de défense ukrainiennes et des armées européennes face à la menace croissante de la Fédération de Russie. Pourtant, dès janvier, Politico rapportait que les pays européens envisageaient une nouvelle alliance militaire pour contrer l'OTAN, incluant potentiellement l'Ukraine. Mais selon les experts, l'UE ne peut remplacer l'OTAN, car l'alliance reste la seule structure dotée d'un mécanisme de défense collective éprouvé. En théorie, oui, en pratique, non. Il y a des contradictions majeures. La première question sera celle du leadership régional. Actuellement, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne se disputent ce rôle de leader régional. Ce sera la pierre d'achoppement.
qui unira les pays européens et sera le moteur de cette coalition anti-Poutine. En 2026, l'Ukraine n'est plus vue comme un simple partenaire, mais comme le pilier de la nouvelle sécurité européenne. L'Europe et les États-Unis comprennent bien que l'expérience concrète de combat de l'Ukraine face à l'armée russe permettra aux pays européens, d'une part, de disposer d'un partenaire fiable et solide, et d'autre part, de moderniser progressivement leurs propres armées en fonction des réalités complexes de la guerre moderne. Actuellement, les États-Unis restent officiellement dans l'OTAN. Trump utilise la menace d'un retrait pour faire pression sur l'Europe et obtenir son soutien dans la guerre contre l'Iran. Juridiquement, c'est complexe, mais politiquement, l'Alliance traverse sa crise la plus profonde. Urgent, la situation à Minsk est hors de contrôle. Loukachenko a lancé un processus choquant. Une nouvelle guerre ? Même Moscou n'était pas prête pour une telle tournure des événements. Les drones russes survolent le territoire de Loukachenko. Un scénario au goût de déjà-vu refait surface. Mais l'intrigue principale est où mènera cette étape risquée ? Et ne sera-t-elle pas fatale pour Minsk elle-même ? La réponse dans un instant. Le régime de Poutine prépare une nouvelle base pour frapper l'Ukraine. Cette fois depuis le territoire biélorusse. Il ne peut y avoir de temps de paix, Pavlo. Nous nous préparons à la guerre. Moscou prévoit de déployer des bases de drones à longue portée en Biélorussie. Une mesure qui pourrait réduire le temps de réaction de la défense ukrainienne et changer la donne. La Biélorussie n'a jamais été aussi prête pour la guerre qu'elle ne l'est aujourd'hui. En 31 ans de pouvoir de Loukachenko, il n'a jamais autant investi dans le domaine militaire en Biélorussie. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Rien que la semaine dernière, la Russie a lancé environ 400 drones et des dizaines de missiles. L'attaque principale a visé les infrastructures civiles. Il y a des morts et des dizaines de blessés. Poutine n'est pas en mesure d'agir et son armée d'occupation n'est pas capable de mener des actions offensives. Ce n'est absolument pas le cas. Vraiment, l'armée de Poutine n'a absolument aucun potentiel offensif. Poutine et son commandement se sont entièrement tournés vers des frappes sur les villes ukrainiennes. Et ce n'est qu'une partie d'une stratégie plus vaste. Après l'attaque du 24 mars, le président Zelensky a confirmé que Moscou prépare une nouvelle escalade. Nous avons des informations claires selon lesquelles la Russie prévoit de déployer des stations au sol pour piloter des drones à longue portée, tant en Ukraine occupée que via 4 stations en Biélorussie. Nous réagirons en conséquence. Si la Biélorussie servait de couloir de guerre, aujourd'hui, les masques sont tombés. Minsk s'implique davantage, passant de zone de transit à une véritable base russe pour frapper l'Ukraine. Depuis 2022, des troupes sont entrées par là, des missiles ont été tirés vers Kiev. Apparemment, le dictateur moustachu est prêt à exposer ouvertement la Biélorussie à des frappes directes. Pour l'Ukraine, ce sont de nouveaux risques et le facteur clé ici est la distance. La distance minimale entre Kiev et la frontière russe est de 200 à 250 km. C'est un délai précieux pour la défense aérienne ukrainienne. Mais si des lanceurs sont placés en Biélorussie, la distance sera réduite à environ 100 km. Cela signifie moins de temps pour la détection, moins de temps pour réagir et un risque bien plus élevé de percée de la défense aérienne. Et dans une telle configuration, l'Ukraine n'est pas la seule à être menacée. Les risques se rapprochent rapidement des frontières de l'OTAN. La Russie, c'est une société civile détruite qui n'est tournée que vers la guerre et ce n'est qu'avec la guerre que la Russie et ses dirigeants peuvent prospérer. On peut bien sûr parler de guerre, mais il est évident que tous les experts s'accordent sur un point, la Russie sera absolument incapable et hors d'état de mener une guerre d'envergure contre les forces européennes unies. la seule chose dont Poutine soit capable aujourd'hui, c'est la déstabilisation. Mais même cela devient difficile pour lui. Parallèlement, face aux échecs sur le front, le Kremlin mise sur ce qu'il fait de mieux, l'intimidation. Et la Biélorussie devient un outil clé de cette stratégie, une plateforme pour accroître la pression et étendre la zone de menace.
sensation, un piège africain pour Poutine. Le Kremlin ne s'y attendait pas. L'Ukraine consolide officiellement ses positions au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, portant un coup puissant. C'est terrible. Des bases militaires ukrainiennes pourraient apparaître juste sous le nez des mercenaires russes. La chasse aux soi-disant invisibles est ouverte. L'Ukraine entame un nettoyage impitoyable de la flotte fantôme de la Fédération de Russie et ce n'est qu'un début. Les détails à suivre. L'Ukraine change les règles du jeu. Les portes sont ouvertes. D'abord les négociations à Istanbul, maintenant un voyage à Damas. De bénéficiaire d'aide, elle est aujourd'hui en train de devenir un pays qui exporte de l'aide, notamment en matière de sécurité. Une alliance qui changera la carte du monde. Et c'est vraiment une percée majeure pour la diplomatie ukrainienne. C'est pourquoi le Kremlin a commencé à être sérieusement nerveux. Ce n'était pas seulement une initiative de Zelensky. Il y avait un intérêt pour l'Ukraine, pour ses technologies de défense. Une alliance basée sur des intérêts communs où les parties ont un ennemi commun et une vision de ce que devrait être la région sans la domination de Poutine. L'Ukraine tente activement de s'implanter au Moyen-Orient et dans certains pays d'Afrique, principalement pour contrer l'influence et l'activité russe sous diverses formes. Le territoire syrien est, depuis très longtemps, considéré comme étant l'une de ses routes stratégiques sud-nord, oui, pour le transport des ressources énergétiques du Moyen-Orient. Il est donc particulièrement utile d'être ami, ou du moins en bons termes, avec un pays aussi important. Pour la première fois depuis le début des années 2000, les autorités ukrainiennes se sont rendues en Syrie. La délégation était accompagnée de représentants de la Turquie. Ravi de vous rencontrer. Bienvenue. Et ce n'est pas qu'un geste diplomatique, mais une partie d'un jeu géopolitique bien plus complexe. Sur fond de crise énergétique mondiale, Le gouvernement et le président ukrainien veulent des livraisons stables de pétrole et de produits pétroliers pour résoudre efficacement tant les besoins de notre pays que le soutien logistique, en priorité pour les forces de défense de l'Ukraine. Damas s'éloigne de la présence militaire russe en Syrie et ne veut plus rester dans son ancienne dépendance vis-à-vis de Moscou. Malgré le changement de régime, les Russes ont fui la Syrie à toutes jambes, dans la précipitation et en toute hâte. Mais ils essaient néanmoins de négocier activement pour garder leur base militaire stratégique à Tartous. La liquidation des bases russes n'est qu'une question de temps. De plus, la Syrie, après la chute du régime de Bachar al-Assad, montre actuellement sa volonté de s'éloigner de la Fédération de Russie. Il s'agit donc de liquider la présence militaire de la Fédération de Russie sur le territoire de ce pays. L'Ukraine s'est dite prête à contribuer à la sécurité alimentaire du Moyen-Orient. Cela ouvre de nouveaux marchés prometteurs pour les entreprises ukrainiennes. Plusieurs questions complexes ont été abordées concernant l'expansion des liens économiques de notre pays avec plusieurs partenaires étrangers et surtout les possibilités d'étendre la coopération technico-militaire avec les pays du Golfe et la Syrie. Il s'agissait de voir comment étendre l'expérience réussie de l'Ukraine face aux armes aérobalistiques de l'ennemi. La Turquie a besoin de l'Ukraine comme partenaire ayant une réelle expérience militaire et les technologies de la guerre moderne. De plus, la Turquie concurrence Moscou depuis des années au Caucase, au Moyen-Orient et en Asie centrale. C'est pourquoi l'Ukraine s'intègre progressivement dans la stratégie régionale turque. Grâce à l'action des forces de défense ukrainiennes sur la flotte russe de la mer Noire, les Turcs voient cela d'un très bon œil. Ankara est vue comme un hub régional clé par lequel des initiatives énergétiques avec l'Ukraine peuvent être réalisées. Car désormais, la Turquie, comme d'autres pays, limite sa coopération énergétique avec la Russie, y compris les accords gaziers. Comme je l'ai dit, il s'agit de contenir l'influence russe dans cette région conjointement avec la Turquie, d'autant plus qu'une telle expérience existe déjà en Libye, où l'Ukraine et la Turquie coopèrent pour aider le gouvernement légal, alors que la Russie combat dans l'autre camp lors de la guerre civile qui ravage ce pays. La Libye est un autre pays qui devient un nouveau front extérieur de la guerre contre la Russie. La partie ukrainienne accroît ainsi ses moyens de pression sur la Fédération de Russie en bloquant sa logistique, ce qui permettrait d'assurer un certain contrôle de la présence militaire russe sur le continent africain et dans les pays du Proche et du Moyen-Orient.
et avant tout, réduire les possibilités de tirer des super-profits de l'utilisation des navires de la flotte dite fantôme. Les militaires ukrainiens sont stationnés sur une base en Libye avec un accès à la mer. Selon les estimations des services secrets britanniques, la communauté du renseignement ukrainien, en particulier, il s'agit de la direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine et des forces d'opération spéciales, a réduit à un minimum historique la présence de la Fédération de Russie dans le bassin de la mer Noire. Et selon toute vraisemblance, l'expérience réussie de la confrontation avec la Fédération de Russie dans le bassin de la mer Noire sera désormais extrapolée directement au bassin méditerranéen. En mars, une frappe a été menée contre un pétrolier russe battant pavillon de la Fédération de Russie. Le navire, qui transportait environ 60 000 tonnes de gaz naturel liquéfié, a été gravement endommagé. L'Ukraine attaque désormais la Russie non seulement en mer Noire, mais détruit également toute l'architecture d'exportation russe dans le monde. La partie ukrainienne a décidé d'évincer la Fédération de Russie du marché alimentaire et, par conséquent, du marché des engrais minéraux, tant en Syrie que dans les pays du Golfe. Ce n'est plus seulement une guerre de territoire, mais aussi de routes, d'assurances, de sanctions, d'énergie et du droit de définir où s'arrête le front. Oui, et avant tout, une question de sécurité ukrainienne au moment de la réduction des capacités de la Fédération de Russie à renflouer ses caisses et, par conséquent, à utiliser le continent africain comme base pour sa présence politico-militaire. Les experts soulignent que la plupart des accords conclus ont un caractère à long terme et que leur mise en œuvre pratique dépendra du travail diplomatique et économique futur. En analysant le soutien à l'Ukraine et les alliances avec d'autres pays, on peut affirmer que le Kremlin n'est certainement pas parmi les vainqueurs en ce moment. La Russie est à nouveau secouée. Les forces ukrainiennes ont lancé un nouveau jeu technique sur le terrain qui a été une véritable douche froide pour l'ennemi. Dans le ciel, c'est un mal de tête permanent pour les occupants. Les oiseaux de combat se sont transformés en véritables prédateurs. Mais dans les faits, ils semblent être les premiers. Sur le front, on a l'impression que les cartes ont été soudainement rebattues. Les atouts sont entre nos mains. La propagande russe change nerveusement de ton, essayant d'expliquer ce qui est déjà difficile à masquer. Les drones ukrainiens auraient-ils ouvert un portail vers la vérité? Regardons. Les fabricants de drones ukrainiens ont réussi une percée dans le domaine des drones. Les fabricants gardent secrètes les données sur ces nouveaux drones, mais en Russie, on se plaint déjà que combattre les forces ukrainiennes est devenu plus difficile. Comme le commandant d'Akhmat, Apti Alaoudinov, qui n'avait jamais parlé de drones prétendument abattus avec une mine aussi déconfite. Il faut noter que la situation a changé précisément au niveau des drones. L'ennemi dispose désormais de drones d'un nouveau type. Ces derniers jours, les gars ont abattu plusieurs drones de cette catégorie. Nous les avons déjà étudiés en laboratoire pour voir de quoi il s'agit. Il semble que ces drones soient issus d'une production conjointe Ukraine-Allemagne ou Ukraine-France. Ce sont des drones très modernisés. Les drones compliquent la logistique des occupants ainsi que leur vie. Et voici ce dont parle Alaoudinov, le drone martien. Les drones opèrent jour et nuit. On ne les entend pas, sauf dans les dernières secondes avant l'impact, comme sur la vidéo. Ils ne sont pas détectés par les radars classiques et sont protégés contre le brouillage électronique. De plus, selon les Russes eux-mêmes, la qualité d'assemblage est très élevée. Et certains pensent que le drone utilise déjà l'intelligence artificielle. Alaoudinov assure à tout le monde qu'il connaît la technologie de ces drones, mais nos experts ne sont pas d'accord. Au niveau tactique, toute une série de solutions permettent de contourner le brouillage russe, notamment par les fréquences, l'usage de la fibre optique, etc. Apti Alaoudinov n'est pas lui-même un spécialiste des questions de radiotechnique, en réalité. C'est simplement le porte-parole officiel d'Akhmat, rien de plus. C'est pourquoi Apti ne s'étend pas sur ces drones. Il se contente de reconnaître l'air triste qu'ils existent et qu'ils sont dangereux. De plus, les soldats russes ont commencé à se plaindre que les forces ukrainiennes utilisent des drones équipés de bombes au graphite. Non.
Ce ne sont absolument pas des drones nucléaires. L'intérêt de cette arme, c'est de mettre hors service l'équipement et toute l'électronique sans destruction physique des bâtiments alentours. Ainsi comme élément de frappe, même sans coup de précision sur une cible isolée, si cette poussière de graphite se dépose par exemple, elle peut, et sur les câbles ou sur d'autres composants du système, cela affecte négativement la transmission et provoque souvent des pannes majeures. Si l'on parle d'un système de défense aérienne, comme un complexe de missiles, et qu'une telle munition le touche, il est vrai qu'elle ne le détruira pas forcément, certes, mais elle peut quand même causer des dommages importants au fonctionnement général du système. Mais vu sa composition particulière, elle peut vraiment l'isoler de toute communication, et même provoquer des courts-circuits internes. L'Ukraine progresse en technologie et cette avancée semble sans fin, ce qui est très réjouissant. De plus, selon la société ukrainienne General Chereshnya, une grande usine souterraine sera construite en Ukraine pour produire des composants de drones avec la société croate ORQA, le plus grand fabricant mondial de drones et de composants. L'objectif est l'indépendance totale vis-à-vis des composants chinois. Ainsi, alors que la Russie accroît cette dépendance, l'Ukraine renforce ses propres capacités. Actuellement, l'Ukraine augmente la production et la modernisation de ses drones. Mieux encore, elle en exporte même. Les fabricants de drones ukrainiens figurent désormais dans le top 5 mondial. Et il semble que la démilitarisation voulue par Poutine soit un échec cuisant, tout comme la prise de Kiev en 2 ou 3 jours. En 2026, l'Ukraine est incontestablement devenue le leader mondial des systèmes de drones diversifiés, tant au niveau tactique que stratégique, pour frapper l'ennemi. Nous avons donc beaucoup à partager avec nos partenaires mondiaux dans ce domaine. La guerre a changé depuis longtemps, elle est devenue technologique. Et désormais, la tactique russe des assauts frontaux massifs ne fonctionne plus. Parallèlement, les correspondants de guerre russes doutent de pouvoir gagner. C'était quoi ça, du brouillage électronique ? Désormais, ce n'est plus l'OTAN qui forme les soldats ukrainiens, mais l'armée ukrainienne. C'est un constat amer, mais il faut l'accepter tel qu'il est. L'armée ukrainienne, les militaires ukrainiens, forment l'OTAN à la manière dont cette guerre doit être menée. Et c'est désormais un secret de Polichinelle. Si, il y a quelque temps, nous parlions de terrains d'entraînement en Bavière ou en Saxe pour former les Ukrainiens, aujourd'hui, tout a changé. Sur ces mêmes terrains, on forme désormais les soldats de l'OTAN. En fait, je vais être franc, mais d'après ce que je vois et ressens, même si ça ne plaira pas à tout le monde, je vais le dire. Il s'avère que l'armée ukrainienne est plus forte que celle de l'OTAN. La soi-disant deuxième armée du monde ne suffit pas aux ambitions du vieux dictateur Poutine. Et il est temps de l'accepter. C'est un fiasco géopolitique qui ébranle même les plus proches alliés du Kremlin. Poutine et Kim Jong-un se sont affrontés si violemment que les étincelles ont jailli dans le monde entier. C'est la fin de leur amitié de façade. Le rideau de fer est retombé juste devant Moscou et cette fois sans aucun espoir de revanche. Le projet ambitieux de faire de la Corée du Nord un paradis pour les touristes russes s'est effondré. La propagande craque et en coulisses, des détails que l'on tentait de cacher à tout prix font surface. Qu'est-ce qui a mal tourné? Qui a trahi qui? Et est-ce le début d'une fracture encore plus profonde? Voici maintenant ce qu'ils préféraient taire. Les avions volent, mais il n'y a pas de passagers. Les vols directs de Moscou à Pyongyang, lancés en 2025 comme un projet touristique quasi idéologique, se sont révélés en pratique n'être que des vols de pure forme. Les Russes ont été les premiers étrangers autorisés à se rendre dans la nouvelle station balnéaire en 2025. Le premier voyage a eu lieu à la mi-juillet. Et apparemment, il n'y avait pas beaucoup de monde. Pendant 2 jours, nous étions absolument seuls, puis les habitants sont arrivés. Et bien sûr, c'était très surprenant de voir toute la station fonctionner pour 13 ou 15 personnes. Seulement 9 vols en 6 mois. Et comme l'admettent des sources proches de la compagnie aérienne, il n'y a pratiquement aucun touriste à bord. À la question précise sur le taux d'occupation, la réponse fut presque anecdotique. Il arrive que des sièges soient occupés. Une impression similaire a été partagée par une journaliste de commerçante du pool de Lavrov. Elle décrit des rues désertes et des touristes nord-coréens probablement factices. L'avantage ici, c'est qu'il n'y a pas de touristes. C'est-à-dire que, par exemple, quand on va en Thaïlande, on y retrouve tout Moscou, pour ainsi dire. Pourtant, officiellement, il existe un flux vers la Corée du Nord.
près de 10 000 voyages en 2025. Mais si l'on y regarde de plus près, le tableau est moins impressionnant. Environ 1000 visites d'affaires, environ 5000 autres sont des touristes, mais surtout des groupes organisés, qui ne passent pas par Moscou, mais par Vladivostok sur des vols de la compagnie nord-coréenne. Et presque tout ce flux est contrôlé par un seul voyagiste. Autrement dit, la liaison directe depuis Moscou, sur laquelle on misait, s'est avérée tout simplement inutile. Pourtant, les attentes étaient tout autres. Les autorités russes ont promu la Corée du Nord comme une alternative aux destinations occidentales fermées. L'ouverture de la liaison aérienne a été qualifiée d'événement marquant avec l'assurance que le flux de touristes ne ferait que croître. Pour cela, ils ont même ouvert une nouvelle station, Wonsan-Kalma, spécialement orientée vers les Russes. Vous savez, j'ai encore du mal à croire que je me trouve dans une station balnéaire de luxe en Corée du Nord. Vous imaginez ça ? C'est cette fameuse station de Wonsan-Kalma que Kim Jong-un a inaugurée en personne. Là-bas, au loin, les Coréens crient. Et là où c'est vide, ce sont les étrangers. Ce batelier nous surveille. J'ai peur qu'ils ne finissent par siffler. Mais l'enthousiasme n'a pas été au rendez-vous. 5000 touristes par an, un chiffre qui contraste singulièrement avec les près de 7 millions de Russes qui ont choisi la Turquie, par exemple. Les raisons ne tiennent pas seulement à l'exotisme de la destination. Un voyage en RPDC est un circuit strictement organisé, sans droit de déplacement individuel. Les touristes sont accompagnés de guides, le programme est fixé à l'avance et on ne peut pas y déroger. En fait, ce ne sont pas des vacances, mais un itinéraire minutieusement contrôlé. Et au vu de tout cela, l'idée de passer ses vacances dans de telles conditions n'a pas inspiré grand monde. Parfois, c'est agaçant de voir les guides et le camarade-major chuchoter sans arrêt. J'ai tout le temps l'impression que c'est à cause de moi. Ils ont une sorte de paranoïa. C'est un cas rare où l'on peut simplement se tenir debout avec une ville de Corée du Nord en arrière-plan. D'habitude, tout le monde me regarde, me suit. Pourtant, le projet n'est pas abandonné. En 2025, l'État a alloué plus de 120 millions de roubles aux liaisons aériennes, dont des dizaines de millions pour la compagnie opératrice. Et même avec un taux de remplissage quasi nul, les vols continuent si l'État le juge nécessaire. Au final, c'est un vrai paradoxe. La destination est là, les avions aussi, l'argent aussi, mais il n'y a aucune demande. Oh, vous avez entendu ? Les amis, on a réussi à enregistrer le bruit. Je ne sais pas ce que c'est, un lancement de missiles ou autre chose. Selon les rumeurs, il y a un polygone de tir juste à côté. Mais les guides ne disent absolument rien. Ils restent muets comme des tombes. Ah, et là, on dirait qu'il se passe ce que je redoutais. Il a suffi qu'on s'approche de quelques mètres seulement de la plage coréenne pour qu'ils commencent à chasser les enfants. Regardez, cet homme fait partir les enfants pour qu'on ne les croise surtout pas. On dirait que les Russes n'ont pas vraiment apprécié l'idée et au lieu d'un trajet exotique d'un isolement à un autre, ils ont préféré des options de vacances plus classiques. C'est tout pour le moment. C'était Darina Goutskallo avec vous. Encore plus d'infos d'enfer dans notre prochain numéro. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. À bientôt.